Bonjour, maintenant nous allons faire la deuxième partie du chapitre 5. Donc on va dessiner principalement des structures de Lewis. On va voir quelques règles avant de se lancer. Donc la première règle, c'est la règle de l'octet. Un élément a tendance à former des liaisons avec d'autres éléments afin d'être entouré de 8 électrons. Donc avoir la même configuration électronique comme je vous mentionne que des gaz rares. Donc l'élément peut perdre, gagner ou partager des électrons pour arriver à cette fin-là, à cette finalité-là d'avoir la même configuration électronique qu'un gaz rare. Au niveau de la règle de l'octet, donc mon élément va être entouré de 8 électrons. Le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor respectent toujours la règle de l'octet. C'est extrêmement important, eux vont toujours respecter la règle de l'octet. Ici j'ai des exemples. On peut voir que mon fluor ici a 8 électrons qui l'entourent. J'ai 2, 4, 6, 8. Mon azote est le même principe. 2, 4, 6 et 8. Et mon oxygène 2, 4, 6 et 8. Et ce sera le même principe ici pour mes autres composés. La règle du duet maintenant. L'élément cherche à remplir sa couche électronique pour obtenir la configuration électronique d'un gaz rare. Fait que si la règle du duet, ça veut dire que ça va être 2 électrons. Et cette règle va s'appliquer uniquement à l'hydrogène, au lithium et à l'hélium. Ça, c'est important à se rappeler. C'est pour ça qu'un hydrogène va faire une liaison chimique et va avoir 2 électrons. La règle du duet va être respectée. L'octet incomplet. Donc, il y a certains éléments qui sont pas capables de s'entourer de 8 électrons. Les éléments du groupe A dans le tableau périodique ont seulement 3 électrons de valence. Donc, ils vont faire simplement 3 liaisons chimiques, comme dans le cas de mon bar ici. Donc, le nombre total d'électrons qui vont l'entourer mon bar va être de 6, donc l'octet est incomplet. Et le groupe de A ont 2 électrons de valence, donc vont faire 2 liaisons chimiques. Le beryllium en est un exemple. Donc, on va avoir 4 électrons de valence, ou 4 électrons qui entourent mon beryllium, donc mon octet va être incomplet. L'octet étendu, c'est des éléments qui vont avoir plus que 8 électrons qui les entourent. Donc ça va être possible quand on va arriver à la troisième période ou que quand mon n va être égal à 3. Donc quand mon n est égal à 3, on le sait qu'on a des orbitales d disponibles. Et dans le cas de mon phosphore, comme ça avait déjà été mentionné, j'ai la promotion d'un électron de ma 3s à ma 3d. Je peux faire 5 liaisons chimiques. Donc mon phosphore va avoir 2, 4, 6, 8, 10. 10 électrons qui vont l'entourer, donc qui dépasse la règle de l'octet. C'est pour ça qu'on appelle ça l'octet étendu. Les molécules à nombre impair d'électrons maintenant. Eux vont ne pas respecter la règle de l'octet, puis on va les appeler les radicaux libres, donc vont être extrêmement réactifs. Fait que ça va arriver très rarement, mais ça peut arriver que dans certains cas, on va avoir des radicaux libres qui vont avoir un nombre impair d'électrons. Fait que ça, la façon la plus facile de le déterminer, tu calcules le nombre d'électrons de valence que mon composé a, et la seconde que c'est impair, tu vas avoir un radicaux libre. Donc, tu vas être en présence d'un élément qui va avoir un nombre impair d'électrons, et dans ce cas-ci, c'est mon azote avec 2, 4, 6 et 7 électrons. Pour déterminer la structure de Lewis, il va y avoir 5 étapes à faire. On va faire 2 exemples ensemble pour vous aider. Donc, la première étape, ça va être déterminer le nombre total d'électrons de valence impliqués dans les composés. Ici, j'ai mon CF4. Donc, mon carbone a 4 électrons de valence. Mon fluor en a 7. Et j'en ai 4. Donc, ça va me donner un total de 32, bien entendu. La deuxième étape, ça va être établir la structure squelettique. Donc, en général, ça va être l'atome le moins électronégatif qui va être placé au centre. Et l'hydrogène et le fluor ne seront jamais placés au centre aussi. Fait que l'électronégatif du fluor est de 4. Et l'électronégativité du carbone est de 2,6. Donc, mon carbone étant le moins électronégatif, il va être là, au centre de ma structure squelettique. Et on peut mettre mes fluors qui vont l'entourer. Ensuite de ça, à l'étape 3, on va unir les atomes du squelette à son voisin par une liaison simple. Donc, on va mettre 2 électrons, puisqu'une liaison chimique, c'est toujours 2 électrons pour une liaison simple. Et vous pouvez voir, j'en ai mis 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai mis 8 de mes 32 électrons de valence, donc il m'en reste 24 à mettre. La prochaine étape, ça va être simplement placer mes doublets, ou en fait placer mes électrons comme des doublets libres sur les atomes en périphérie qui sont électronégatifs, ajouter des doublets libres sur l'atome central à la suite. Et ensuite de ça, si on a un problème au niveau du non-respect de mes règles, on pourrait transformer des doublets libres afin de respecter cette règle. Donc ici, on peut voir que normalement,
Je dois respecter la règle de l'octet pour mon carbone et mon fluor, donc je vais ajouter 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 en fait. Je vais ajouter 6 électrons, donc 3 doublets libres sur chacun de mes fluors. Ce qui va me faire 6 fois 4, ça va me donner 24, donc il ne me restera plus d'électrons de valence à placer. Ensuite de ça, on va vérifier si les règles sont respectées. Dans le cas de mon carbone, la règle de l'octet doit être respectée, donc 2, 4, 6, 8, elle est respectée. Et mes fluors, on peut voir qu'ils sont les 4 respectés, car j'ai 2, 4, 6, 8 électrons aussi sur chacun de mes fluors. Et on peut voir que ma structure de Lewis, ça serait simplement là, celle-ci. Maintenant, un autre exemple un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai du CO2 maintenant. La première étape est la même, on détermine mon nombre d'électrons de valence, donc mon carbone en a 4, mon oxygène en a 6, j'ai 2 oxygènes, ça me fait 16 électrons de valence. Donc, je n'ai pas un radicaux libre parce que mon nombre d'électrons de valence n'est pas impair, bien entendu. Deuxième étape, on va établir ma structure squelettique. On va mettre l'élément en plein centre. Ici, on peut déjà voir visuellement que j'ai un carbone et 2 oxygènes, donc ça semblerait indiquer que mon carbone serait mon élément en plein centre. Et mon électronégativité de mon oxygène est supérieure à mon carbone. Effectivement, mon carbone va être mon élément central de ma structure squelettique. Donc, je mets mes deux éléments comme ça. Si j'y mettrais mes oxygènes en haut et en bas, ça ne change absolument rien en fait. Et on va commencer ensuite de ça à l'étape numéro 3. Unir les atomes du squelette à son voisin par une liaison simple. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mis 2 électrons de chaque côté pour un total de 4 pour unir tout le monde ensemble. Et on peut voir qu'il va me rester 12 électrons à mettre pour que tout le monde respecte la règle de l'octet dans ce cas-ci, puisque mon oxygène et mon carbone doivent respecter la règle de l'octet. Et mon étape numéro 4, on va ajouter des doublets libres sur les atomes en périphérie qui sont plus électronégatifs. Donc, il va m'en rester 12 à mettre. Et vous pouvez voir que j'en ai mis 6 sur chacun de mes oxygènes. Et j'ai mis mes 12 électrons. Ensuite de ça, ajouter des doublets libres sur l'atome central. Je n'ai plus d'électrons. Transformer les doublets libres afin de respecter les règles. C'est ce qu'on va aller voir à la prochaine étape. Donc, on vérifie à l'intérieur que les atomes à l'intérieur de ma molécule respectent les étapes. Donc, règle de l'octet, octet incomplet, octet étendu, règle du duel et le nombre impair d'électrons. Dans mon cas, le carbone, comme j'ai déjà mentionné, l'oxygène doit respecter la règle de l'octet. On va aller voir si c'est le cas ici. On peut voir que mon oxygène respecte la règle de l'octet, j'en ai 8. Mon carbone ne respecte pas la règle de l'octet, et mon autre oxygène respecte la règle de l'octet. Donc ici, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que je vais devoir déplacer afin que tout le monde respecte la règle de l'octet. Donc ma stratégie ici la plus viable va être simplement de prendre 2 doublets de chacun de mes oxygènes et venir faire une liaison double entre mon carbone et mon oxygène, comme ça ici. Fait que là, vous pouvez voir maintenant que mon oxygène respecte la règle de l'octet, mon carbone aussi, et mon autre oxygène aussi. Et ma représentation de ma structure de Lewis, on va remplacer mes points de mes liaisons par des lignes noires ici, comme vous pouvez voir, et j'ai effectivement une double liaison entre mon carbone et mon oxygène. Maintenant, pour mes structures de mes ions, que ce soit des anions ou des cations, le principe va être le même, les règles vont être les mêmes, c'est juste que quand on va faire le décompte d'électrons, le nombre d'électrons de valence total, on va ajouter des électrons ou on va en enlever. Donc, quand on va prendre en présence d'un anion, on va ajouter des électrons de valence supplémentaires en fonction de la charge ici. Si c'est des cations, autrement dit, ça veut dire qu'on a des électrons en moins, donc on va calculer les nombres d'électrons de valence de chacun de mes éléments à l'état neutre, et on va enlever en fonction de mon cation. Fait que dans mon cas de mon anion, si j'ai des électrons supplémentaires, les électrons de surplus sont ajoutés à l'atome le plus électronégatif, et si j'ai des électrons enlevés, ça risque d'être des électrons à l'atome le moins électronégatif dans ma molécule. Et ici, j'ai un autre exemple dans ce cas-ci encore une fois. On va avoir la chance d'en travailler en classe, mais le principe reste le même ici. En fonction de mon calcul, j'ai un cation, donc j'ai un électron de moins que mon nombre d'électrons total ici. Et on peut voir que mon brome, excusez-moi, est le moins électronégatif, donc c'est lui qui va perdre son électron. Maintenant, la dernière chose, on va parler de la charge formelle aussi. Elle permet de déterminer la disposition la plus plausible des électrons dans une molécule. Quand plusieurs structures sont possibles, la somme des valeurs absolues des charges formelles doit être minimale. Dans le cas d'une molécule neutre, la somme des charges formelles doit être de 0. Dans le cas d'un ion, la somme des charges formelles doit être égale à la charge de l'ion. Donc j'ai ma petite équation ici qui va être la charge formelle qui est égale au nombre d'électrons de valence de l'atome, moins le nombre d'électrons non liants, donc des doublets libres, autour de l'atome,
plus une demi le nombre d'électrons présents dans les doublets liants, donc dans mes liaisons. Fait qu'ici, j'ai mon ozone. J'ai 3 oxygènes. On va calculer chacun la charge formelle en utilisant mon équation. Donc, on peut voir que pour mon premier, j'ai nombre d'électrons de valence d'un oxygène, j'en ai 6. Donc, 6 moins mon nombre d'électrons non liants, donc mes doublets libres, j'en ai 6. Plus une demi fois 2, qui va me donner donc 6 moins 7, qui va me donner moins 1. Et pour le deuxième oxygène, j'ai 6 électrons de valence pour un oxygène aussi, moins j'ai un doublet, donc j'ai 2 électrons ici, plus 2, 4 et 6, donc j'ai 3 liaisons chimiques, donc j'ai 6 électrons, qui va me donner plus 1, parce que 6 moins 5 va me donner plus 1. Et mon dernier, j'ai encore une fois 6 électrons de valence, moins mes 2 doublets non liants, donc mes doublets libres, ça me fait 4 électrons, plus 2 liaisons, ça me fait 4 électrons, donc plus une demi fois 4 va me donner égal à 0. On peut voir la charge formelle de chacun de mes oxygènes est différent, on peut le calculer comme ça aussi. Un autre moyen vraiment plus simple serait de regarder. Normalement, mon oxygène a 6 électrons de valence, je regarde combien j'ai d'électrons qui l'entourent, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai un des 2 électrons ici qui lui appartient dans ma liaison, donc c'est pour ça que ça me donne moins 1, parce que 6 moins 7 va me donner moins 1. Et on pourrait faire le travail aussi avec mon autre oxygène, donc 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il y en a 6, il y en a seulement 5, donc ça va me donner plus 1, et ainsi de suite. La résonance. La résonance ou effet mésomère représente le mouvement des électrons dans une molécule qui a un effet stabilisant. Ça correspond à l'utilisation de deux ou plusieurs structures de Lewis pour représenter une molécule donnée. Le carbonate en est un exemple. Donc, si on dessinerait la structure de Lewis du carbonate, on obtiendrait ça. Mais qu'est-ce qui se produit ici? C'est que cette structure de Lewis-là aussi serait équivalente et serait aussi bonne ici. Parce que les charges formelles seraient les mêmes pour tous les éléments. Le même principe que celle-là. Donc, ici, quand on a plusieurs structures équivalentes de Lewis possibles, c'est ce qu'on va appeler la résonance. C'est ce qui va avoir un effet stabilisant. Donc, on va déterminer que les trois sont possibles. Et j'ai mes trois structures ici de résonance. Ce qu'on va appeler des formes limites de résonance, comme vous pouvez voir ici. Fait que constamment, les trois états ici, ou les trois formes limites de résonance existent dans le cas de mon carbonate. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire après ça, c'est dessiner l'hybride de résonance. Donc, c'est simplement l'addition des trois. Et vous pouvez voir dans ce cas-ci que ma ligne pointillée m'a dit qu'à tout moment, ma double liaison pourrait être ici, ici et ici. Donc, au lieu d'avoir des charges négatives à deux de mes trois oxygènes, on va avoir des charges partielles négatives, car mes charges négatives changent tout le temps d'un oxygène à l'autre. Donc, c'est pour ça que ça aura un effet stabilisant ici.